réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Ce soir, sur les ondes de Radio-Canada, la télé, l'équipe de l'émission La Facture présente un reportage troublant. Plusieurs clients de banques ont perdu des milliers de dollars après que des virements aient été effectués dans leur compte sans qu'ils les aient autorisés. Et le pire dans tout ça, c'est que la banque refuse de les rembourser. Alors, pour en discuter, je reçois une des journalistes qui a participé à ce reportage, Mélissa Pelletier. Mélissa, bonjour. Bonjour, M. Quentin. Mélissa, dites-moi, c'est vraiment troublant ce que vous avez constaté au terme de votre enquête. Oui, c'est une situation malheureuse qu'on voit de plus en plus souvent. Donc, 2 clients de banque, de la BMO et de la TD dans ces cas-ci, qui ont vu des transactions passer dans leur compte pendant la fin de semaine. Donc, ils sont arrivés tous les deux le lundi matin, ont regardé leur compte de banque et ont vu des transactions qu'ils n'avaient pas effectuées. Donc, ils n'avaient pas autorisées. Alors, c'est sûr, ils ont appelé leur banque en panique tous les deux, dénoncé, savoir ce qui se passe, ils comprenaient pas ce qui se passait. Puis bon, pour se rendre compte que c'est une fraude, et la banque leur répond, bien écoutez, il faut vous porter plainte à notre département de fraude, on fera enquête puis on va vous revenir. Bien, on attend. C'est quand même un long processus, là. Et pour revenir, pour leur dire, bien écoutez, on vous rembourse pas parce que c'est votre faute. C'est votre faute. Pourquoi c'est de leur faute? Alors, c'est leur faute parce que comme par exemple dans les 2 cas, on a dans leur enquête, là, on a juste une lettre là, qu'on donne à la suite de la plainte, là, qu'on donne comme raison. Ils disent qu'ils n'ont pas su, si on veut protéger leur renseignement bancaire, parce qu'il y a un mot de passe, un NIP, ou des codes d'accès à usage unique qui ont été utilisés pour effectuer les transactions. Alors c'est sûr que ces 2 personnes-là sont surprises parce que eux, même pas au courant que quelqu'un avait pu mettre la main sur leur mot de passe ou avoir leur code d'accès électronique. C'est une surprise. Alors, sur quoi se base la banque par la suite pour ne pas rembourser? C'est qu'elle se fait sa convention bancaire. Parce que d'un client et une banque, quand on ouvre un compte de banque, on a toujours une convention bancaire et dans cette convention-là, la banque donne des obligations aux clients. Donc, justement, de protéger ses renseignements bancaires. Donc, si une des choses de la Convention n'est pas respectée, ça lui donne l'argumentaire pour ne pas rembourser. Oui, mais comment la banque fait la démonstration qu'on ne les a pas protégés? On peut protéger nos renseignements bancaires et se les faire voler quand même par quelqu'un qui est très, très habile technologiquement, j'imagine. Oui, tout à fait, c'est ça. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que la banque ne donne pas, il y a une certaine opacité, si on veut, ne donne pas vraiment de raison même à leurs clients. Comme par exemple, dans le cas de Mme Aguilar, même il y a eu des erreurs dans leur enquête. On lui a dit qu'elle s'était fait voler ses cartes bancaires, alors que c'était tout à fait faux. Alors, donc, on ne sait pas sur quoi se base vraiment l'enquête de leur banque. On ne le sait pas. Elle ne donne pas les résultats de comment elle procède pour faire leur enquête. Alors, c'est vraiment pas facile. Mais une des choses qui expliquerait ce qui s'est passé dans nos cas, selon des experts en cybersécurité, c'est probablement un maliciel. Donc, ça, des maliciels, maintenant, aujourd'hui, on peut, si on veut avoir nos appareils infectés par ça, seulement en téléchargeant une application ou en cliquant sur un lien, même en photographiant un code QR. Donc, le maliciel infecte l'appareil électronique. Donc, c'est comme un espion, si on veut, dans l'ordinateur ou dans le téléphone. Puis ça donne accès au compte bancaire des gens, ce qui permet de faire les transactions, donc, à l'insu des clients. Bon, les cas que vous relatez dans votre reportage, Mélissa, sont ceux qui concernent la Banque de Montréal, la BMO et la TD. Vous avez sûrement essayé de contacter des représentants de ces banques-là. Ils n'ont pas voulu vous parler ou? Oui, ils nous ont répondu en fait que c'est au client de justement de protéger ses renseignements bancaires, de faire en sorte de ne pas donner leur mot de passe, leur identifiant, ce qui bien sûr, ça fâche les gens qui disent moi, je les ai protégés mes renseignements, j'ai tout fait, j'ai été diligent, j'ai pas cliqué sur de lien, alors on comprend pas, alors c'est vraiment justement une certaine impasse. Et pour eux, c'est injuste. Ah oui, ça semble effectivement injuste. Dites-moi, Mélissa, pour les gens qui nous écoutent là, puis qui sont inquiets en vous écoutant, quels conseils on peut leur donner? Qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger nos renseignements bancaires? Bien, c'est sûr qu'il y a les choses habituelles, comme avoir un pare-feu, des antivirus, et évidemment, protéger ses renseignements bancaires, donc pas donner ses mots de passe, ses NIP, de pas parler à un faux représentant, parce que des fois, là, ces temps-ci, on envoie beaucoup à la facture, on a des messages de gens qui nous disent, écoutez, moi, j'étais certain que c'était un employé de banque à qui je parlais, alors on raccroche et on rappelle par la suite, mais il y a des paramètres
il y a des paramètres dans les comptes bancaires. Chaque banque a ses fonctionnalités de sécurité différentes. Faut les chercher des fois, même faut les trouver. Puis étonnamment, là, comme Mme Aguilar, là, dans mon reportage, elle avait une alerte pour activité suspecte dans ses comptes, imaginez-vous. Ah, mais oui. elle savait pas qu'elle avait cette option-là. Parce que sa banque, elle n'était pas au courant. Là, maintenant, aujourd'hui, elle l'a, là. Mais elle ne l'avait pas. Probablement que si elle avait eu cette fonctionnalité-là, ben, elle aurait su les virements frauduleux qui ont eu lieu dans son compte. Alors, n'hésitez pas à aller voir les paramètres de sécurité dans vos comptes bancaires parce que les banques vous les donnent pas automatiquement. Alors, il faut aller nous-mêmes aller voir puis prendre tout ce qu'on peut. Par exemple, même chose, on peut mettre un maximum de montant d'argent de retrait par jour. Bien, si vous avez peur, en mettant le moins possible, bien, au moins ça permet à une personne de ne pas vider votre compte de banque. Est-ce qu'ils ont des recours autres que ce premier appel aux banques, là, les gens que vous avez, dont vous relatez les histoires, là, Mme Aguilar, M. Rosset, est-ce qu'ils peuvent faire autre chose? Est-ce que des recours comme en appel, par exemple? Bien, c'est ça. Et là, ils ont demandé une demande de révision à leur banque. C'est le processus, si on veut, habituel. Encore une fois, ils ont essuyé un refus. Donc, tous les deux, après, bien, on leur dit d'aller voir l'Ombudsman des banques. Alors, l'Ombudsman des banques, c'est un organisme qui est impartial, qui est indépendant, puis qui a pour objectif, donc, d'analyser les plaintes des clients des banques insatisfaits. Donc, ils ont fait cette démarche. Et malheureusement, bien, dans leur cas aussi, ils ont essuyé un refus parce que, encore une fois, on en revient à la convention bancaire. L'Ombudsman, qui est supposément en tout cas, selon le gouvernement fédéral qui l'a mis en place, est là pour protéger les consommateurs, pour les aider dans leur démarche. D'ailleurs, il sera officiellement en fonction le 1er novembre prochain, mais malheureusement, il est plus utile parce que son rôle, c'est de rendre des décisions en se fiant à la convention bancaire. Et donc, comme je vous disais, c'est le contrat qui lie le client et la banque, des contrats rédigés par la banque à son avantage. Donc, l'Ombudsman, on peut dire qu'il a un peu les mains liées pour rendre des décisions, pour recommander un remboursement. Puis après l'Ombudsman, bien, l'ultime recours, c'est les tribunaux. Parce que il me semble qu'on en demande beaucoup aux clients, hein, Mélissa, et puis, par exemple, la convention bancaire, là, même quand on reçoit une nouvelle carte de crédit puis qu'on reçoit un dépliant explicatif de 40 pages en petits caractères, il n'y a personne au monde qui lit ça, là. Exactement, comme disait un des experts que j'ai rencontrés, il me disait c'est des contrats qui sont soporitifs, qui sont longs à lire, qui sont pas faciles à comprendre aussi pour monsieur, madame, tout le monde. Tout à fait. C'est normal qu'on les lise pas puis qu'on sache pas toutes nos obligations non plus. Alors, pour changer les choses, ben là, certains disent qu'il faut des lois. Il faut rendre les banques beaucoup plus responsables. Sur le plan d'utiliser aussi des moyens technologiques. Parce qu'il y en a des solutions très simples que les banques pourraient utiliser. Puis, elles l'utilisent pas parce que on nous dit qu'il faut que les transactions puis l'utilisation de leur plateforme bancaire restent conviviales. Alors, bien, ça fait en sorte que peut-être qu'il faudrait les obliger à avoir plus de moyens technologiques pour protéger leurs clients. Finalement. Il me semble que les banques, avec leur chiffre d'affaires, devraient être capables de mener 2 dossiers de front, celui de la convivialité et celui de la sécurité de leurs clients. Si vous le dites, oui, je pense qu'avec ce que je me rends compte, c'est certain qu'il faut que les banques fassent un effort de ce côté-là, même si le gouvernement a fait une consultation publique récemment pour justement demander aux banques de faire un petit effort. On verra ce que ça va donner dans les prochains mois. Bien, Mélissa, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et bravo pour ce reportage et souhaitons que les gens prennent bonne note et prennent les mesures qui s'imposent. Il faut se protéger. On n'est jamais à l'abri d'une arnaque, malheureusement. Oui, malheureusement. Merci beaucoup, Philippe. Merci. C'était Mélissa Pelletier, journaliste à La Facture. Je vous le rappelle, le reportage dont on vient de parler sera diffusé ce soir à la télé de Radio-Canada. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Katia Gagnon est avec nous. Rebonjour, Katia. Salut, Philippe. Katia, Caroline Touzin et toi, dans la presse, cette semaine, avait ébranlé les colonnes de la DPJ avec ce reportage absolument fracassant là, sur Cité des Prairies, ce qui s'est produit là-bas. Tantôt, à l'ouverture d'émission, j'en discutais avec Catherine et Maker, ce qu'on en demande trop à nos ministres. Et je prenais l'exemple du ministre Carman, qui est sur la sellette ces jours-ci pour des raisons évidentes. C'est lui qui est responsable, c'est lui qui est maître de sa machine. Il est maintenant en poste depuis longtemps aussi. Là. Il vient pas d'arriver, il n'est pas arrivé il y a 2 mois ou il y a 3 mois. Mais
d'un autre côté, il peut pas être partout, il peut pas tout contrôler. Puis je demandais aux gens, est-ce que vous pensez qu'on en demande trop à nos ministres? Et il y a beaucoup de réponses. Puis je vais seulement te lire 2 ou 3 réponses, pour pouvoir en discuter rapidement par la suite. Mais quelqu'un nous dit, le ministre Carman, c'est une bonne personne, très dédiée, mais ne connaît pas la gestion. La preuve, l'invraisemblable organisation de la DPJ avec une directrice nationale sans autorité hiérarchique sur les DPJ à qui on demande d'aller à la guerre avec des tire-poids. Quelqu'un d'autre qui nous dit, c'est le revers de la centralisation. Comment un ministre peut-il être au fait de tout ce qui passe bien ou mal dans chaque institution? Le rôle des ministres, ça me semble de plus en plus être celui du responsable en chef. Si ça va mal, c'est lui qui va être congédié. Quelqu'un d'autre qui dit, moi, je veux qu'on impose des responsabilités aux ministres, mais il faut aussi qu'il y ait tous les pouvoirs et le soutien nécessaire. Est-ce qu'ils l'ont tout le temps? C'est pas clair. Alors, toi qui as suivi ce dossier-là depuis le début, M. Carman, est-ce qu'il se débrouille bien ou pas? Bien, là, Philippe, il faut commencer par dire que M. Carman, quand même, il y en a beaucoup dans son assiette. Hein? Donc, depuis qu'il est arrivé, là, il a été élu en 2018, M. Carman. Il a été nommé aux services sociaux. Donc, c'est un poste qu'il occupe depuis ce temps. Il a hérité d'absolument tous les dossiers chauds, là. Donc l'itinérance, les dépendances, la crise des opioïdes, et évidemment la DPJ, la santé mentale. Donc tout ce qui pète et qui sont des dossiers ingérable et irréglable, là, très difficile à régler. L'itinérance, quelle est la solution? Ça sera pas demain matin qu'on va l'avoir, là, à court terme. Donc, c'est des dossiers qui sont très difficiles, puis ça a donné que tout ça a un peu pété en même temps. Ou si ça n'a pas été aidé par la pandémie. Donc, M. Carman, il y en a beaucoup dans son assiette et il a, hérité de cette situation extrêmement difficile à la DPJ qui a éclaté avec la mort de la fillette de Granby en 2019. Donc, tout de suite après sa nomination, arrive ça. Et là, c'est un dossier qui est lancinant. C'est comme une visite chez le dentiste pour lui qui ne finit jamais. Donc là, aujourd'hui, évidemment, les oppositions, c'est leur rôle de s'opposer. Le Parti libéral du Québec qui réclame son départ. Exact. C'était très prévisible qu'on réclame son départ. Bien franchement, moi, Philippe, à ce stade-ci, là, je pense pas que ça serait très utile de changer de ministre. Monsieur Carman, c'est quelqu'un quand même qui connaît les problématiques dont il traite. Hein. C'est un neurologue pédiatrique, le docteur Carman. Il a vu des enfants, notamment des enfants autistes, toute sa carrière. Il connaît ce dont il parle, ce qui, à mon avis, bien franchement et dit crûment, il est probablement plus compétent que 100% des gens qui l'ont précédé au ministère de la Santé et Services sociaux, tout parti confondu. Il est bien équipé. Maintenant, il manquait certainement d'informations claires sur son réseau. Il a admis tantôt là, dans le scrum qu'il a fait en disant « j'aurais pas dû arrêter de visiter mon réseau ». Ça aurait dû être le rôle de Mme Lemay de le renseigner de façon claire et précise Mme Lemay, qui était la directrice nationale de la DPJ, qui vient d'être démissionnée. Exactement, qui a été démissionnée. Donc, Mme Lemay a vraiment, là-dessus, je pense, failli à la tâche parce que je pense que M. Carman, c'est une personne qui est bien intentionnée et qui veut faire des choses correctement, qui veut que les choses se passent correctement à la DPJ. Mais je pense qu'il était un petit peu tenu dans le noir par elle et par d'autres, mais surtout par elle, parce que c'était elle, la sous-ministre associée au ministère de la Santé. Je souligne, Philippe, en passant, que Mme Lemay, elle a démissionné comme directrice nationale de la protection de la jeunesse. Elle demeure sous-ministre associée avec un salaire de 279 000 $. Mais je pense qu'aujourd'hui, M. Legault a dit que son contrat ne serait pas renouvelé en conférence de presse. Bon, j'ai manqué ce petit bout-là. Je pense que son contrat prend fin au mois de novembre et il l'a mentionné. Mais c'était non, il l'a dit. J'ai entendu. OK, parfait. Donc, j'en prends note. C'est un petit peu le même scénario que pour M. Arruda, là, qui était parti comme directeur national, mais qui était resté comme je vais revenir sur un autre point à propos du ministre Carman, parce que tu notes un point intéressant. On en discutait un petit peu avant l'émission, Katia, puis tu disais, soyons prudents, parce que si on nomme un nouveau ministre, là, ça va prendre au moins 6 mois avant que la personne réussisse à maîtriser minimalement ces dossiers-là. Donc, on perdrait 6 mois, grosso modo. C'est ça. C'est un réseau très complexe. C'est des problématiques très complexes
qui prennent vraiment du temps à OK, c'est-tu vraiment ça qu'il faut faire? Et si la réponse est oui ou non, faut avoir un background. La côte, pour quelqu'un qui est pas vraiment formé dans le domaine, ça aurait probablement été ça, la côte aurait été très dure à remonter pour comprendre ce dont on parle. Donc, moi, à mon avis, congédier le ministre, ça fait pas partie des solutions rapides dans un contexte, Philippe, de tempête parfaite. Là, on est plongé dans une tempête parfaite pour la DPJ. On a une crise qui se déploie comme sur 3 fronts. La main-d'œuvre, qui est la crise la plus qui fait le plus mal. La plus majeure. Les bâtiments, parce que là, on a des bâtiments aussi qui sont, dans certains cas, vétustes. Là, on l'a vu, qui causent toutes sortes de problèmes. Mes collègues, il y a quelques mois, ont écrit sur la question du centre quartier à Laval, où il y avait on mettait les enfants de 9 ans dans des espèces de cellules qui ressemblaient à des cellules de prison parce qu'on n'avait pas de place pour les mettre. Bon, ça, c'est comment dire, les éducateurs, ici, ils sont dans des lieux donnés. Là. Donc, il faut leur donner aussi les lieux pour travailler. Et il y a aussi une crise de culture à la DPJ que la commission Laurent, je pense, a posé les bons diagnostics là-dessus. Il faut que l'enfant revienne au centre des décisions. Ça, c'est la loi a changé, mais maintenant, il faut que ça percole jusque sur le terrain partout. Hein? Essentiellement, Philippe, la crise, là, elle est la plus aiguë dans 2 secteurs, qui est celui de l'évaluation. C'est le secteur à la DPJ qui vient quand un signalement est fait, il est retenu, et ensuite, il y a quelqu'un qui évalue le dossier, et dans les centres de réadaptation. Donc, moi, je te dirais que la racine là, de tout le mal, là, c'est le problème de pénurie de main-d'œuvre. C'est ce qui fait en sorte qu'on manque de supervision clinique. Donc, il y a des décisions qui se prennent par des très jeunes intervenants, des équipes qui ont peu d'expérience. Les intervenants le plus vieux, celui qui a le plus d'expérience a 2 ans d'expérience. Là. Il n'y a aucune personne. Donc, il n'y a pas de transmission du savoir. On ne peut pas se fier à l'expérience de quelqu'un de plus âgé qui en a connu d'autres. Là. Exact. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, que M. Carman pourrait faire dans les médias. Là, on est dans une situation d'urgence. Là. Il faudrait qu'il fasse une espèce de programme pour essayer de rappeler en fonction des gens ou qui ont pris leur retraite ou qui sont en poste, mais ailleurs dans le réseau. Et vous avez de l'expérience et vous êtes bon. Venez nous aider. Retournez sur le terrain. Exact. Retournez Encadrez dans les jeunes intervenants. Remettez ça en place. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il fasse ça. Évidemment, il faudrait qu'ils donnent des avantages à ces gens-là, par contre. Mais écoute, on l'a fait un peu pour les profs. Hein? Quand il y a eu une pénurie de profs, on a demandé aux anciens profs, voulez-vous revenir enseigner? Puis il y a des avantages qui ont été donnés. Les préposés aux bénéficiaires pendant la pandémie, c'est une espèce d'appel comme ça qu'il faut faire. Les infirmières aussi, ça a été fait pendant la pandémie. C'est peut-être une amorce de solution. Katia, merci, bravo encore pour ton travail, puis on continue de te lire sur ce sujet-là avec Caroline Touzin. Et je pense qu'Ariane Lacourcière aussi s'est joint à votre équipe d'enquête sur ce sujet très, très chaud. À la semaine prochaine. Salut. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Alors, on en parlait dès le début de l'émission, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui a annoncé son intention de faire tomber le gouvernement Trudeau dès la première occasion. Il va amorcer des discussions avec le Parti conservateur à ce sujet-là. Résultat, le nouveau Parti démocratique risque d'avoir la survie du Parti libéral et du gouvernement Trudeau entre les mains. Comment le NPD réagira? Eh bien, pour en discuter, je reçois Alexandre Boulris, qui est député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Bien sûr, seul député NPD au Québec. Monsieur Boulris, bonjour. Oui, bonjour, M. Quentin. M. Boulris, comment vous avez réagi à la déclaration d'Yves-François Blanchet qui se dit prêt à renverser le gouvernement Trudeau? Ben, j'ai surtout constaté que malgré ses menaces et ses ultimatums, M. Blanchet a été incapable d'obtenir quoi que ce soit. Il s'est peinturé dans un coin avec une demande qu'il a mise sur la place publique, puis il a dit c'est tout ou rien. Et là, il a obtenu rien du tout. Alors, je trouve que c'est assez décevant, mais c'est une manière de négocier qui me surprend, qui m'étonne aussi un peu, mais qu'ils n'ont absolument rien obtenu malgré les menaces et le point brandi qui était là. Et
Et puis pour la suite des choses, on verra. Nous autres, dans les 2 dernières années, on a obtenu beaucoup de choses pour les Québécois, les Québécoises. Là, déjà 240 000 personnes qui se sont faites payer le dentiste. On a obtenu une loi anti-briseur de grève. On a obtenu des journées de maladie au fédéral. Donc, on a un bilan. On va être capable de présenter aux Québécois aux prochaines élections. Mais là, le Bloc québécois, lui, avait une occasion, mais il a manqué son coup. Bon, moi, je vais revenir sur une chose, un élément de ce que vous venez de nous dire, M. Boulris. Vous dites, et là, je vous cite texto, pour la suite des choses, on verra. Alors, ça veut dire quoi, ça? Parce que c'est la suite des choses aujourd'hui qui intéresse tout le monde. Est-ce qu'on ira ou pas en élection? Il va y avoir des élections d'ici octobre 2025, ça c'est certain. Ça c'est clair. Ce qu'on a fait, ça c'est clair. Ça c'est pas une grosse nouvelle, là. Non, mais quand on a décidé de mettre fin à l'entente avec les libéraux, c'est que ce qu'on a dit, c'est que avant il y avait une prévisibilité, on savait que s'il y avait un vote de confiance, comment le caucus du NPD allait voter. Là maintenant, ça va être du cas par cas. Donc ça se pourrait qu'on vote pour, ça se pourrait qu'on vote contre. Nous, ce qu'on dit, puis ce que Jack Meeting dit depuis des semaines, on va regarder à sa face même qu'est-ce qui est sur la table, est-ce que ça aide les gens ou pas, est-ce que ça fait avancer des dossiers ou pas, et ensuite de ça, on jugera selon ce qui est proposé, comment on va voter, si on fait tomber le gouvernement ou pas. On verra dans les prochaines semaines. Boulris, pour l'instant, j'ai pas de motion encore devant moi. Là. Non, mais M. Boulris, là, moi, je suis pas avec le NPD, mais je me mets dans vos souliers un moment. Mais quel avantage auriez-vous à faire tomber le gouvernement Trudeau à l'heure actuelle? Tout indique que les suivants au pouvoir, ce sera un gouvernement conservateur majoritaire. Vous perdriez alors tout rapport de force. Vous n'êtes pas mieux de garder le gouvernement Trudeau le plus longtemps possible pour justement profiter d'un levier que vous allez probablement perdre après la tenue des prochaines élections? Je fais pas de politique fiction sur comment va être le Parlement la prochaine fois. Une chose que je sais, c'est que notre vote n'est pas acquis aux libéraux. Il va falloir qu'il y ait des choses intéressantes pour les gens, pour les familles, pour les travailleurs, parce que il n'y a pas d'automatisme ni d'un bord ni de l'autre. Fait que oui, ça veut dire qu'on va jaser, ça veut dire qu'on va avoir des pourparlers, ça veut dire qu'on va discuter, mais il va falloir juger à la pièce la valeur de ce qui est devant nous. Puis s'il faut aller en élection, ben on ira en élection. On est en train de nommer nos candidats, nos candidates. On est en train de prendre les photos pour les affiches électorales. On est en mode préélectoral parce qu'on sait que ça va finir par arriver. Puis on est en train de se préparer en conséquence. M. Boulris, si vous appuyez dans un éventuel vote de confiance le gouvernement Trudeau, il y a des gens qui vont dire « Hey, votre décision de déchirer l'entente avec les libéraux plus tôt cet automne, c'était du grand spectacle au fond. » Non, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on pensait qu'on était rendu au bout des 27 points qu'on avait négociés avec le gouvernement minoritaire et des choses qui ont déjà été adoptées, la loi anti-briseur de grève, les soins dentaires, ça a déjà commencé, c'est ça, il y a 800 000 Québécois qui sont déjà inscrits au programme, les assurances médicaments pour les contraceptifs, pour les médicaments pour les personnes diabétiques, ben là, il y a des gouvernements qui vont commencer des négociations avec les provinces, avec le gouvernement fédéral. Fait que tout ça était comme pas mal parti, puis on trouvait qu'on était rendu au bout de ce qu'on était capable d'aller chercher dans ce cadre-là très rigide, où on donnait une garantie au gouvernement qu'on allait voter en faveur. Et là, alors que là, il y a beaucoup plus d'incertitudes, mais je vous dis, si on est capable d'obtenir des choses, les gens en arrachent en ce moment. On le voit avec les paniers d'épicerie, on le voit avec les banques alimentaires qui débordent un petit peu partout. Je pense que les gens comprendraient que si on est capable d'aller les chercher de l'aide pour les gens qui souffrent en ce moment, je pense que ça serait logique aussi. Et les deux demandes du Bloc québécois là, sur l'augmentation de la pension de vieillesse et sur la protection de la gestion de l'offre, ce ne sont pas des dossiers auxquels vous aviez le goût de vous rallier? On a voté en faveur des deux. C'est des projets de loi puis des motions qui ont été présentées en Chambre. On a toujours défendu la gestion de l'offre depuis longtemps. Je me rappelle où Hélène Brossard était notre porte-parole en agriculture. On défendait ça vraiment bec et ongle. Puis sortir des années de la pauvreté, c'est évidemment très important pour nous autres au NPD. Puis c'est une priorité. Mais M. Blanchette a décidé de jouer un jeu où c'était comme je demande ça, puis si j'ai pas 100%, ben ça va être rien du tout. Puis là, il a obtenu rien du tout, ce qui est un peu dommage. M. Boulris, merci. On va continuer de suivre ça avec intérêt. Parfait. À bientôt, M. Quentin. Bonne journée. Alexandre Boulris est député de Rosemont, la Petite-Patrie. Il est le seul député NPD au Québec. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Catherine, on a le plaisir d'accueillir en studio le réalisateur et scénariste Xavier Dolan. Xavier, bienvenue.
Merci. Xavier, tu célèbres cette année les 10 ans du film Mommy, qui était sorti à Cannes en mai 2014. J'ai encore plein de souvenirs puisque j'ai pu être aux premières loges lors de la sortie du film. Est-ce que tu es capable encore de te rappeler un peu dans l'émotion dans laquelle tu étais quand on a présenté le film pour la première fois là-bas? Oui, c'est-à-dire, c'est un moment un peu flou parce que j'en ai perdu des bouts justement dans cette émotion-là, dans tous ces excès, cette surcharge émotionnelle. Et j'avoue que c'est un peu... Il y a des passages qui sont abstraits parce que c'était trop intense. L'ovation de 12 minutes? Ouais. C'était quand même pas rien, là. Non, c'était impressionnant. Puis j'en garde... quelque chose je sais pas, quand je te dis que c'était abstrait, c'est que j'en garde il y a un truc physique, il y a un truc, mais t'es là, à la fois t'es pas là, t'es un spectateur un peu de ce qui se déploie, puis c'est comme si tu te regardais en spectateur Dieu, au-dessus de toi-même. Anne aussi, je sais, Antoine aussi, on en a parlé parce qu'on était au Festival Lumière à Lyon pour... Il y a quelque temps, oui. Ouais, il y a 2 semaines, je sais plus, j'ai perdu toute la notion du temps mais on présentait la toute première copie 35 mm du film, en fait, qui avait jamais été projeté en 35 avant, qui avait été tourné en 35, mais pas projeté en 35. Et on était ensemble, puis on évoquait justement ça, ce flou, ce souvenir-là un peu intangible, mais c'est positif, hein, c'est pas... c'est que c'est tellement surréaliste que... Est-ce que c'est dur à prendre? À quelque part. Apprendre? Sur le moment? Ouais. Non. Non, parce que c'est tellement de chaleur humaine, puis de beauté, puis d'intensité. En tout cas, moi, je perçois pas que je trouve pas que c'est dur ou que c'est... je trouve ça intense. Ce qui est choquant, en fait, c'est à quel point on peut s'habituer à ces choses-là, puis à quel point il peut y avoir, pas une lassitude, mais tu crois que tu te lasserais pas de voir des gens, ces effusions-là, des gens te témoigner autant de... Mais au contraire, rapidement, quand il y a une habitude qui se crée, ces moments-là perdent de leur intensité, même s'ils demeurent aussi beaux. Mais au moment où je l'ai vécu avec Mommy, c'était encore une sorte de nouveauté, puis on le recevait entièrement. Ben, moi, je suis allée revoir aujourd'hui ce qu'on s'était dit il y a 10 ans et j'en ai sorti un petit extrait. J'avais commencé en te demandant à quoi tu pensais pendant la projection du film. Pendant la première partie, je pensais aux mots de vente que j'avais puis à la manière dont j'allais vomir devant moi. Puis pendant la deuxième partie, je regardais le film puis j'étais pas capable de gager. J'essayais de voir... entendre les gens rire, c'est bien, mais on n'entend pas les gens pleurer. Puis je regardais autour de moi, puis je pouvais pas trop... je voulais voir si les gens étaient émus, si on peut vraiment juste le savoir à la fin, en fait. Qu'est-ce qui est venu te chercher le plus dans ces 12 minutes-là? De me retourner, puis de voir ma mère et mon père. C'est normal. C'est des grands moments, puis il faut les vivre pleinement. Ils sont mérités, c'est méritoire. On a travaillé fort pour ça. Tu vois, ça, c'était devant le casino, oui, devant chez Jimmy's. Exactement. C'était le soir, puis c'était après? C'était après, exactement. Alors, tu me demandes ce que je me souviens. Ça, tu vois, je m'en souviens. Pour vrai, tu t'en souviens? Oui, puisque je te dis que c'était... Ouais. Oui, je sais, parce que c'est en entendant l'émotion dans la voix que je me suis souvenu de l'émotion vécue au moment de donner cette réponse. Puis c'est vrai que... J'ai l'impression que c'est comme si on avait démarré une champlure, puis la pression venait de tomber. Puis moi, ça peut être comme ça très, très longtemps. C'est vrai que quand je suis stressé, j'ai mal au ventre, j'ai des crampes, Puis ça dure longtemps après que le stress ait été relâché, après le moment. Ça peut perdurer. Puis je pense que là, tu vois, on arrivait, puis ça peut faire 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure et quart que le film. Mais on sentait qu'il y avait un buzz. Je me souviens juste que tout le monde parlait juste de ça partout, puis qu'il y avait eu comme une espèce d'éclair qui venait de tomber sur la croisette. C'était Mommy. Cannes, c'est une jungle où tu peux avoir avoir toute une carrière derrière toi, puis tu te fais quand même jeter par les chiens de garde à l'entrée d'un tel ou d'un tel bar ou d'un club soi-disant huppé ou exclusif. Puis tu te fais tout le temps un petit peu comme un tas de marde, mais je me rappelle qu'il y avait un physionomiste ou un gars, tu sais, qui laissait entrer les gens à l'entrée, puis qui m'avait dit, Monsieur Dolan, puis c'est la première fois qu'on me reconnaissait à Cannes, mais qu'on reconnaissait mon existence dans cette communauté-là, puis dans
sais, un petit peu comme la première fois où tu te fais pas carter, là. Mais bon, en même temps, c'est triste parce que ça veut dire que t'es rendu vieux puis que c'est fini puis que... C'est pas fin pour nous autres, ça, Xavier. Non, mais moi, tu penses que ça fait combien de temps que je me suis fait carter, Chris? C'est pas pour moi, c'est c'est un bout, encore. là. C'est Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui... Moi, c'est l'été dernier à New York. C'est le début d'un chapitre, en tout cas, mais enfin... Mais de retravailler sur ce film-là, parce que t'en parlais, il va être projeté en 35 mm vendredi prochain. Vous allez faire une présentation au Théâtre Outremont. D'aller retravailler sur le film, de refaire de la colo, de revoir ce que t'avais fait, ça te met dans quel genre d'émotion? Puis t'as travaillé ça comment, le film? Ben, au début, c'était des ajustements parce que quand tu fais un retour sur 35 mm, ou en tout cas sur film, la pellicule absorbe des choses, voit les contrastes, les noirs, il y a des choses à ajuster pour veiller à ce que ce transfert-là, ce retour se fasse bien, puis que la copie soit élégante. Mais ce qui devait être des ajustements a fini par être une recolorisation du film. Ben c'est ça, parce que t'es très perfectionniste, fait que j'imagine que oui, puis là, ça fait 10 ans, donc le coloriste de l'époque qui était là, il était pas disponible malheureusement, donc c'était un jeune coloriste nouveau avec qui que je connais aussi, que j'aime beaucoup. Et puis Jérôme Cloutier, qui est l'étalonneur qui avait étalonné Mommy, me disait, tu sais, Xavier, ça fait 10 ans. Hein? Ça fait 10 ans, on a changé, on a vu d'autres films, lu des livres, vu des choses, notre regard a évolué, notre œil s'est ouvert à tu sais, fait que puis c'était pas un désaveu envers ce qu'on avait fait à l'époque, mais c'est vrai que tout à coup je me disais, tiens, pourquoi telle couleur, pourquoi telle image, pourquoi on a fait ça comme ça. Puis évidemment, il y a aussi l'idée de pas dénaturer le film, on veut pas, c'est pas mon but, mais il y avait dans une certaine marge de subtilité tout à coup la possibilité de réécrire certaines choses. Puis c'est fou à quel point l'étalonnage, travailler des couleurs, travailler des contrastes, la profondeur des noirs, ça peut changer toute l'émotion d'une scène. Ou alors que d'une telle décision en enlevait à une scène, avec une décision qui avait été prise il y a 10 ans, et que là, j'ai pu avoir l'occasion de revisiter. Tu sais. Xavier, tu parlais, il y a une citation dans ton communiqué de presse, tu dis que Mommy a changé ta vie. Comment il a changé ta vie, le film? Ben, ça a tout changé, tu sais, ça a changé mon rapport au succès, à l'industrie. Ça m'a propulsé dans des sphères. J'ai rencontré des gens incroyables, fait des rencontres d'artistes. Ça a élargi énormément, disons, certains horizons. Et puis, en même temps, il y a eu énormément de cet apport qui a été très positif, mais il y a aussi eu des conséquences dans la façon dont ça a cristallisé certaines attentes chez certaines personnes, que ce soit des critiques ou le public, par rapport à ce qui allait derrière Mommy suivre. Puis ça peut être lourd à porter parfois. Est-ce que chez toi aussi, ça a eu cet impact-là? Les attentes, par exemple? Moi, mes attentes envers moi-même sont tout le temps celles de dépasser les standards que j'ai décidé d'appliquer à mon travail, puis de toujours vouloir aller plus loin, de toujours se questionner, de toujours pas douter de soi, mais pouvoir douter de ses idées. Se poser les bonnes questions, approfondir, discuter. Ça a toujours été ça, mes standards et mes attentes par rapport à moi-même. Puis mes attentes sont aussi, moi, contrairement à d'autres, pas par rapport à des films que j'ai fait avant, mais par rapport à le film que je suis en train de faire présentement. Après, ce qui est compliqué, c'est que quelqu'un voit Mommy, puis voit le moment où le cadre s'écartèle, puis s'élargit, puis imagine retrouver ça dans le film d'après, puis il y a des choses qu'on fait dans une certaine mesure qu'une seule fois, puis j'ai pas envie, moi, de me répéter, j'ai pas envie d'être dans la redite, de refaire, de revoir, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie d'explorer, d'essayer, de prendre des risques. Mais donc moi, non, ça n'a pas eu cet impact-là sur moi, parce que mes attentes sont dans le moment présent. Xavier, tu t'es arrivé en studio avec une brique qui est un livre. Et un fanal. Non, pas le fanal, juste avec une brique qui est un magnifique livre de photos qui porte sur les 10 ans, justement, c'est pour célébrer les 10 ans de Mommy. Ouais. C'est Shane Laverdière, qui était le photographe de plateau qui t'a suivi pendant le Festival de Cannes, mais aussi qui était sur le plateau de tournage. Et je suis assez abasourdie de la qualité que tu as mis dans ce livre-là. Les photos sont magnifiques, les pages sont
Écoute, la qualité du papier, ça ne s'explique pas. C'est dur d'identifier à la radio. Ben, c'est un bel objet qui nous a coûté cher, puis sur lequel on n'a pas lésiné, qui est fait en France, relié en Italie, imprimé en Allemagne, qui est un objet vraiment dans lequel moi j'ai mis tout mon temps, tout mon été, en fait. T'as tout choisi là-dessus, les photos, le papier, le... Ah oui. Ah oui, hein, c'est ça. C'est bien que... Non, je leur ai dit, faites ce que vous voulez. Non, c'est ça. Il n'y a pas eu de sous-traitance, là. Je connais assez Xavier pour savoir. Okay, c'est moi qui ai traduit les préfaces. La nuit. Ça s'appelle Une amitié sur le film? Une amitié sur film. Sur film? Ouais. OK, une amitié sur film. Et puis, c'est des photos donc qui ont été réalisées par Shane Laverdière, qui est un ami et formidable photographe et qui a photographié, donc qui était chaque jour sur le plateau de Momie, enfin chaque jour ou presque, et qui donc offre un regard nouveau et inédit sur les coulisses en fait de ce tournage avec l'équipe qui grouille le mouvement. On n'est vraiment pas dans des photos de plateau figées où, disons, on est, en tout cas, il y a tout le temps un angle, un cadrage... une composition intéressante pour moi, en fait. Je le dis beaucoup ces temps-ci parce que je parle du livre, puis je me promène pour en faire la promotion et tout, mais j'aurais jamais publié un livre de photos de mes films. Je trouve pas ça intéressant, comment dire. Là, ce qui m'intéresse, c'est que c'est de la photo de reportage, puis que les photos que Shane fait offrent une profondeur, un côté artistique. Pour moi, c'est un livre photographique, en fait. Je suis en train de le prêter à Philippe. Oui. Et Catherine, je vais utiliser l'expression que tu as eue pendant la pause. Ouais. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, vraiment. Ça se commande en ligne. On peut pas aller dans une librairie acheter ça. Il va peut-être être disponible dans une librairie. On est encore en train d'essayer de comprendre ça. C'est un livre qu'on a payé de notre poche, qui a demandé énormément de temps, d'énergie et d'argent. Et là, on est à apprécier exactement Moi, je trouve que c'est important, en fait, d'être en librairie. Après, bien, évidemment, ça implique forcément des commissions, des paramètres, des choses à respecter dont qu'il faut comprendre et prédéterminer. Mais je pense que c'est important que le livre existe dans un espace littéraire, dans un endroit physique, parce qu'on dépossède tellement tous les arts et tous les médias de leur physicalité, en allant plus en salle, que je pense que c'est important C'est un livre de photos, alors c'est important qu'il soit en librairie, oui. On annoncera bientôt laquelle, mais en attendant, oui, il est disponible sur uneamitiésurfilm.fr. Xavier, on s'est vu à Cannes, évidemment, parce que tu étais sur le jury de la section Un certain regard. Mmh. Et on avait eu une discussion parce que tu avais pris une certaine pause, tu avais pris du recul. Là, tu annonces d'un nouveau projet, tu vas travailler sur... en fait, tu travailles sur le scénario d'un film, un film d'horreur, film d'époque. Raconte-nous, peux-tu nous en donner un peu plus que ça? Je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il est trop tôt, puis que j'ai dit tout ce que moi, je sais pour l'instant de ce projet, qui se passe à la fin du 19e siècle, à Paris, et dans la campagne française, dans le milieu littéraire de l'époque, et qu'il suit, disons, un trio de personnages. Le film va jongler avec plusieurs genres, dont, oui, l'horreur, mais il y a aussi beaucoup d'aspects comiques, beaucoup je sais pas exactement comment décrire le genre, pour être honnête. Non, c'est pas un film d'horreur à proprement parler. J'aurais pas la prétention de soutenir cette réputation. Je pense pas que ce soit un film terrifiant. Là, de renouer avec le tournage, comment tu vois ça? Comme de renouer avec la création. J'ai hâte d'être dans le détail, dans le travail, dans la passion, dans l'amitié, dans la collectivité, d'être dans l'action, en fait. Parce que c'est ce qui te plaît le plus quand tu fais du cinéma, oui? Oui, j'aime beaucoup préparer, en fait, aussi. C'est récent, j'haïssais ça avant, mais j'aime beaucoup la préparation. Ça avant? Oui, tu sais, c'était absolument épuisant, la préparation, puis après ça, quand ça se termine, 2 secondes plus tard, t'es en train de tourner. Fait que t'arrives sur le plateau de tournage, puis t'es déjà brûlé, tu sais. Fait que c'est... mais j'ai appris à aimer ça quand pendant la pandémie, avant de faire la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, on a eu justement le temps de planifier, de prévoir, de préparer longuement. Et là, j'ai commencé vraiment à... Est-ce que c'est comme un voyage un peu? C'est le fun de préparer un voyage. Quand tu veux faire un long voyage dans ta vie, oui, tu veux partir 3 mois et préparer, c'est le fun aussi. Mais il n'y a pas d'étape gossante des bagages qui est tout le temps pour moi 1 heure avant le décollage. Fait que ça, c'est sûr que ça comporte son autre problème. Mais oui,
Oui, c'est une sorte de voyage qu'on planifie, oui. J'accepte l'image. Xavier, il y aura des projections spéciales de Mommy un peu partout à travers le Québec. Vous pouvez aller sur le site deminafilm.com pour avoir les régions où le film sera présenté, parce qu'il y a beaucoup d'endroits là, en Estrie, en Beauce, la Naudière, Montréal, évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous pour Merci cette beaucoup. invitation. À une prochaine, c'était Xavier Dolan.